comment sur 7 milliards de personnes sur Terre, c'est moi qui ai été choisie pour vivre cette misère? Pourquoi moi? Pourquoi moi, j'ai dû subir ça? En août 2014, alors qu'elle a 15 ans, Sana est alors forcée par sa mère à s'envoler avec sa famille vers la Syrie, dans les territoires occupés par l'État islamique. Et en fait, on s'est rendu compte, arrivé quand on a passé après la douane turque et qu'on commençait à aller dans les taxis, rouler dans le désert. Là, on a eu un gros doute, on s'est dit, je pense que ça va être mort, quoi. Du coup, mon oncle, il était connu, sa réputation, c'était d'avoir plein de femmes dans sa famille. Et à partir de ce moment-là, tout le monde venait tous les jours, mais c'était vraiment par dizaines, des dizaines et des dizaines de personnes par jour. Ça ne s'arrêtait pas. Et mon frère, il me dire, bah voilà, je pense que tonton, il t'a trouvé un homme qu'il connaît déjà depuis la Belgique, avec lequel il veut te marier. Donc du jour au lendemain, ils ont fait venir cet homme. Moi, j'étais voilée donc de la tête aux pieds, je devais regarder le sol et il devait lever mon voile 5 secondes sur mon visage pour que lui puisse le voir. Donc moi, je l'ai pas vu parce que je devais être comme ça. Et après, il a dit bon bah ok, c'est bon, ça s'est fait. Et mon oncle avait trouvé un appartement pas loin de chez ma mère et il m'a dit bah c'est tout, il faut que tu rentres avec ton mari, c'est comme ça. Et je pleurais, j'accrochais mon père et je lui disais je veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Et puis à un moment donné, j'ai été forcée et j'ai été violée à 15 ans. En fait, c'est surtout aussi les gens qui mettaient la pression parce que c'est la honte là-bas qu'au bout d'un mois, tu consommes pas ton mariage. Enfin, jusqu'au jour où ma mère, elle a dit plus personne ne lui ouvre la porte jusqu'à temps qu'elle a consommé son mariage. Et j'étais du coup scellée à la maison, quoi. Ma mère a toujours eu une haine avant même d'être radicalisée avec moi. Je souffrais terriblement de elle. J'ai jamais compris, mais moi je n'ai pas les mots à ça. Oui, je lui en veux. Elle m'a tué ma vie. Elle m'a pris ma vie. Elle m'a volé ma vie dès que j'ai su que j'étais enceinte. Je ressens pas tout de suite le côté maman. Mais en fait, j'ai tout de suite senti le devoir de la protéger. Le devoir de la sortir d'ici. En fait, je me disais juste, je ne veux absolument pas que ma fille vive l'enfance, la vie que moi je mène en tant que femme. Je ne veux pas vivre ça. Je veux pas qu'elle vive ça. Au printemps 2018, Sana accouche de son deuxième enfant. Au même moment, elle commence à fuir les bombardements de la coalition. C'est alors qu'elle vit la chute de Baghouz, dernier bastion de l'État islamique. Elle est ensuite enfermée dans des camps kurdes avec ses enfants en 2019. Elle raconte l'enfer. Les camps, c'est abominable. Moi, je n'ai pas vu d'être humain. Ce que j'ai vu, c'est des bêtes. C'est littéralement des bêtes. Elles ont ni humanité, elles ont ni amour. En fait, elles ont une seule chose dans leur tête, c'est la vengeance, la haine, le mal. En fait, quand on sort de la tente, parce que tu ne m'as pas donné le briquet bleu que je t'ai donné, tu m'as rendu un briquet jaune, paf, coup de marteau dans la tête, devant les enfants. Ils brûlaient des tentes alors que les enfants ils étaient à l'intérieur, il y avait des cadavres d'enfants carbonisés, et c'était comme ça, et c'était normal. Ma fille, elle a failli mourir parce qu'elle s'est complètement déshydratée. Et j'ai vu sa peau vraiment pendre parce qu'elle avait rien à manger. Et j'ai réussi à sauver ma fille de justesse grâce aux Médecins Sans Frontières et avec du beurre de cacahuète, parce qu'elle allait complètement se déshydrater et finir par mourir au final. Mais il y a des choses aujourd'hui qui me font beaucoup de mal. Et pour une mère de voir son enfant comme ça, souffrir de faim et que tu n'es pas en capacité de pouvoir lui donner à manger, c'est une des pires choses qu'une mère puisse voir de son enfant. En fait, on nous a dit qu'il y avait des listes de rapatriement. Ça a commencé 3 ans avant notre rapatriement, donc nous, on n'y croyait plus. On s'est dit, la France ne viendra jamais nous prendre. Et au bout de 4 ans, donc janvier 2023, le 24 janvier 2023, j'ai pu à mon tour être rapatriée dans le 3e convoi. Et en fait, quand j'arrive, donc là-bas, j'ai préparé mes enfants en leur disant, voilà, vous irez en famille d'accueil, ce sera compliqué, on va être séparés. Ce sera dur les premiers temps, mais je vous promets, on finira par se retrouver. C'est toujours difficile de dire au revoir à ses enfants, c'est d'ailleurs une image qui m'a marquée à vie, quand je dis au revoir à mes filles, mais je me suis dit, c'est le prix à payer pour qu'elles aient une vie normale. Peu après son retour en France, elle est placée en garde à vue dans les locaux de la DGSI avant d'être libérée 3 jours plus tard et reconnue comme victime. J'avais pas l'impression que c'était un interrogatoire, pour moi c'était une séance de psy. C'était la première fois que j'avais la parole après 23 ans d'existence. À partir de ce jour-là, le 27 janvier 2023, pouvoir commencer une vie normale. À défaut de ne pas avoir eu de famille, ni d'amis, puisque je n'en avais pas le droit. J'ai dessiné toujours ma vie de comment j'espérais qu'elle soit. Et petit à petit, depuis que je suis revenue en France, ça commence à prendre forme. Ces feuilles commencent à devenir une réalité.
Et je suis extrêmement heureuse et je remercie énormément mon pays de m'avoir sorti de cette misère et j'en serai éternellement reconnaissante. Mes enfants, elles sont à l'école, elles commencent à apprendre à lire. J'espère qu'elles aussi, elles pourront bénéficier de la nationalité française. Elles sont épanouies, elles ont des copines, elles ont toute l'enfance que j'ai toujours rêvé d'avoir.